La plupart des marques e-commerce pensent qu'elles ont un problème de trafic. En réalité, beaucoup ont surtout un problème de rentabilité. Parce que si ton site transforme mal les visiteurs que tu paies déjà, eh bien plus de trafic n'amplifie pas ta croissance, il amplifie ta fuite. Et c'est là donc que beaucoup se trompent, elles pensent acquisition alors qu'elles devraient penser rendement. Combien rapporte donc vraiment chaque visiteur qui arrive sur le site? Pas seulement en taux de conversion, pas seulement en panier moyen, mais en valeur économique réelle. Et c'est exactement là que se joue la rentabilité d'un Shopify. Et non pas dans un hack ou dans une refonte pour faire plus propre, ni dans un nouveau thème miracle. Et dans cette vidéo, donc, je vais te montrer comment j'aborderais le sujet, donc si j'avais 30 jours pour augmenter la rentabilité d'une boutique Shopify sans dépenser 1 euro de plus en publicité. Un plan simple, structuré, orienté chiffres, orienté arbitrage, orienté impact business. Alors tout d'abord, prenons un exemple simple. Donc imaginons une boutique Shopify direct to consumer, donc classique, avec donc environ 50 000 visiteurs par mois, un taux de conversion de 1,5%, 50 euros de panier moyen. Donc là, on est autour de 37 500 euros de chiffre d'affaires mensuel. Maintenant, donc imaginons qu'on ne touche pas au trafic, qu'on ne touche pas au budget publicitaire, qu'on ne change même pas le produit. On améliore donc seulement la structure de conversion et on passe de 1,5% à 2%, donc 0,5 points seulement de plus, d'un panier moyen donc de 50 euros à 60 euros, donc rien d'extravagant non plus, rien d'irréaliste. Mais avec le même trafic, donc on passe à 60 000 euros par mois, donc plus 22 500 euros mensuels. Et si la boutique donc tourne à 30% de marge net environ, ça représente environ 6 750 euros de profit en plus chaque mois, soit 81 000 euros de résultats nets annuels. Donc là, on ne parle plus d'un détail d'expérience utilisateur, on parle vraiment d'une décision stratégique. Et ça, c'est vraiment le point clé. La plupart des marques voient l'optimisation comme un sujet secondaire. En réalité, c'est un levier de création de valeur. Parce qu'améliorer la conversion, c'est améliorer la rentabilité du capital déjà investi. Le trafic amplifie et la structure transforme. Maintenant, il faut être précis, quand je dis augmenter la rentabilité, je ne parle pas seulement d'augmenter le taux de conversion, parce qu'un Shopify rentable, donc ce n'est pas juste un site qui convertit mieux, c'est un site donc qui extrait plus de valeur de chaque visiteur. Et pour ça, donc il y a 4 leviers principaux. On peut augmenter la conversion, améliorer le panier moyen, réduire l'abandon panier et travailler la LTV, donc la lifetime value, c'est-à-dire donc la valeur générée par un client dans le temps. Mais clairement, on ne peut pas tout faire en même temps. La performance, c'est une question de priorité. Et dans la majorité des boutiques Shopify, le levier le plus immédiat, eh bien, c'est la conversion, et notamment sur mobile. Pourquoi ? Parce que souvent, 65 à 80% du trafic est mobile, et pourtant, c'est là que la conversion est la plus faible. Donc si tu améliores la performance sur le device majoritaire, eh bien, l'impact est immédiat. Mais il y a un deuxième point également encore plus important, c'est que le vrai KPI, donc le vrai indicateur de performance ne devrait pas être seulement le taux de conversion. Le vrai sujet, donc, c'est le revenu par visiteur. Autrement dit, donc, combien rapporte en moyenne chaque personne qui arrive sur le site. Parce qu'une boutique donc, peut parfois convertir un peu moins, mais gagner plus d'argent si ton panier moyen augmente suffisamment. Et ça, donc, beaucoup de marques ne le regardent pas. Donc la vraie question n'est pas comment optimiser le site. Optimiser un site, ça ne veut pas dire grand-chose au final. La vraie question, c'est quel levier prioriser en premier pour rendre chaque visite plus rentable. Alors si je devais travailler la rentabilité d'un Shopify sans plus de trafic, voici exactement donc comment je structurerais le plan. Donc pas de refonte immédiate, pas de décision feeling, pas de on va tester un nouveau design. Avant d'optimiser, donc la première étape, c'est de mesurer. Alors la première erreur des marques, c'est d'optimiser au mauvais endroit. Donc elles voient une stagnation, elles changent des blocs, elles refont la page d'accueil, elles ajoutent une application, elles touchent au design, mais elles ne savent même pas où la fuite se situe. Donc la première étape, c'est un audit et diagnostic. Donc je commence par les données globales, je regarde la conversion par device, les principales pages d'entrée, le comportement sur mobile, le tunnel de conversion, les taux d'ajout au panier, les débuts de checkout, les paiements validés. L'objectif est simple, donc c'est d'essayer de localiser la friction. Donc est-ce que le problème est au niveau de la page d'accueil, de la fiche produit, du panier, du checkout, ou même du trafic donc qui n'est pas aligné avec l'offre. Ensuite, donc je regarde les heatmaps, scroll maps, les clics, les recordings. Donc là, toute la partie plus qualitative. Donc je veux voir où les gens cliquent, jusqu'où ils descendent, ce qu'ils ignorent, ce qu'ils relisent et où ils hésitent. Donc très souvent, le problème est banal. Les infos importantes sont potentiellement trop basses. Le call to action n'est pas assez visible. La preuve sociale arrive trop tard. Ou la page est simplement confuse sur mobile. Je regarde aussi la vitesse, notamment sur mobile, parce qu'un site lent ne fait pas seulement perdre du confort, il fait perdre des ventes. Donc clairement, si la page met 5 secondes à charger, le problème n'est pas le copywriting ou autre. Le problème, c'est vraiment que la machine freine avant même de vendre.
Et enfin, donc j'analyse la structure d'offre, c'est un point énorme. Donc là, il faut voir est-ce qu'il y a un bon ancrage prix, est-ce qu'il y a des bundles, quelle est l'offre exactement, est-ce qu'il y a un upsell, est-ce que la promesse est claire en quelques secondes, est-ce que le chemin d'achat est évident. Parce qu'un Shopify donc, peut perdre de l'argent non pas à cause du design, mais à cause d'une structure d'offre mal pensée. Et enfin, j'ajoute donc une dernière couche que beaucoup oublient, c'est les insights clients. Donc là, je veux pas seulement comprendre ce que font les visiteurs, je veux comprendre pourquoi ils achètent ou pourquoi ils n'achètent pas. Donc les analytics te disent ce qui se passe, les clients, eux, t'expliquent vraiment pourquoi. Donc là, il faut contacter directement avec les clients et puis leur poser des questions et voir exactement quels mots ils utilisent, qu'est-ce qui les rassure, qu'est-ce qui les bloque, quels bénéfices comptent vraiment pour eux. À la fin de cette étape, donc je n'ai encore rien changé, mais donc l'objectif, c'est de savoir vraiment 3 choses, c'est où est la fuite, quel levier prioriser et quel impact potentiel on peut espérer. Donc clairement, avant d'optimiser, l'objectif premier, la première étape, c'est de mesurer. Ensuite, la deuxième étape, c'est de corriger les frictions donc, qui coûtent le plus cher. Donc une fois l'audit terminé, je ne commence pas par des tests, je commence par les frictions évidentes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des problèmes qui ne demandent pas d'A/B test, ils demandent juste d'être corrigés. Donc quand les heatmaps, les recordings, le tunnel ou le comportement mobile te montrent noir sur blanc qu'un élément bloque la conversion, eh bien tu ne testes pas pour savoir s'il faut le corriger, tu le corriges. Et c'est là qu'intervient donc la vraie logique, donc ce qu'on appelle les quick wins. Donc le but n'est pas de faire quelques optimisations rapides, le but c'est vraiment de transformer des signaux observés pendant l'audit en correction immédiate à fort impact et à faible complexité. Donc en pratique, je crée un document très simple avec toutes les frictions, que ce soit au niveau de l'interface utilisateur ou l'expérience utilisateur, donc toutes celles à corriger. Et dedans, je liste donc les problèmes les plus évidents avec 3 colonnes, donc la friction observée et le temps de correction. Et c'est ce document qui pilote la suite. Donc ce que je regarde concrètement, donc dans les heatmaps et les recordings notamment, donc sur la page produit, je regarde d'abord la scroll map. Donc je veux savoir à quel moment les gens quittent massivement la page. Si une grosse partie des visiteurs décrochent avant même le deuxième scroll, ça veut souvent dire une chose très simple, c'est qu'une information critique est trop basse. Donc par exemple, les bénéfices ne sont pas visibles assez tôt, la livraison est cachée trop bas dans la page, la garantie pareil est trop basse, la preuve sociale arrive trop tard, ou la proposition de valeur n'est pas claire dans la première zone visible. Ensuite, je regarde également donc les click maps. Donc là, je veux voir si des éléments non cliquables reçoivent quand même beaucoup de clics. Donc là, c'est un signal très fort. Par exemple, un des exemples classiques, c'est que l'image produit donc reçoit énormément de clics, mais ne zoome pas. Ou encore, la vidéo semble jouable, mais elle ne se lance pas. Ou encore, certains pictos de réassurance attirent les clics, mais n'apportent pas suffisamment d'informations. Donc là encore, on n'est pas dans l'opinion, on est dans une friction observable. Ensuite, on peut également regarder donc les recordings. Donc là, je veux voir où les gens scrollent rapidement vers le haut puis vers le bas, quel bloc ils relisent plusieurs fois, où ils s'arrêtent, où ils abandonnent juste avant le clic. Donc voilà, quand un visiteur revient en arrière plusieurs fois, c'est souvent qu'il cherche une information. Quand il relit un bloc 2 ou 3 fois, c'est souvent que le copywriting, enfin le texte n'est pas assez clair. Quand il hésite juste avant le bouton d'ajout au panier, c'est souvent qu'une objection n'a pas été traitée. Et enfin, donc, je regarde également donc, le panier et le checkout. Donc là, je veux repérer les abandons au moment où les frais de port apparaissent, les clics répétés sur des éléments de réassurance, les hésitations sur les champs de formulaire, les ruptures par exemple entre ajout au panier, début de checkout et paiement validé. Et enfin, donc, si l'audit performance a montré un problème, donc, j'intègre aussi donc, la vitesse de chargement dans les quick wins. Parce que si la page charge mal sur le device principal, clairement le problème n'est plus seulement l'expérience utilisateur, le problème devient vraiment mécanique. Là tu perds des visiteurs avant même d'avoir eu une chance de les convaincre. Donc c'est un problème absolument à corriger dès le départ. Ensuite à partir de là, donc on a des problèmes précis à corriger. Donc là on va voir quelques exemples. Par exemple, donc, si par exemple j'avais un tableau avec la friction numéro 1, c'était que 35% des clics vont sur l'image produit mais qu'elle ne zoome pas. Donc là, l'impact estimé, c'est qu'on aurait une perte de conversion sur les visiteurs qui cherchent à inspecter le produit. Donc là, la correction simple, c'est d'activer le zoom sur image ou d'ouvrir une galerie produit plus claire. Ensuite, une deuxième friction qui peut revenir souvent, c'est que l'information de livraison n'est pas visible au-dessus du pli, donc above the fold. Là, une grosse partie des visiteurs scrollent pour la chercher. Donc là, au niveau de l'impact, c'est qu'on a une hausse de l'hésitation, notamment sur mobile. La correction, c'est de remonter l'information de livraison et la rendre visible près du prix ou du call to action. Ensuite, une troisième friction, ça pourrait être donc le bouton ajouter au panier qui est trop petit ou mal hiérarchisé sur mobile. Donc là, on a une perte directe sur le device principal. Et donc la correction, ce serait d'agrandir le call to action, renforcer son contraste, améliorer sa position et sa répétition dans la page. Un quatrième exemple de friction, c'est que la garantie est mentionnée mais trop bas.
par exemple en FAQ, alors que la majorité des visiteurs n'y arrivent jamais. Donc là, l'impact, c'est qu'on a une objection qui est non traitée avant la décision. Donc la correction, ce serait de remonter la garantie ou le message de réassurance principale juste sous le call to action ou dans les premiers scrolls. Donc voilà par exemple, là c'est 4 exemples de friction, alors que là tu vois vraiment la logique, hein, les quick wins ce ne sont pas des innés, ce sont vraiment des corrections dictées par le comportement réel des utilisateurs. Donc voilà, à cette étape, je ne teste pas encore des hypothèses, hein, je corrige vraiment les évidences. Si les visiteurs cherchent une info de livraison qui est trop basse, eh bien je la remonte. Si l'image produit attire des clics mais ne répond pas à l'attention, eh bien je corrige l'expérience image. Si le call to action principal n'est pas assez visible sur mobile, eh bien je le corrige. Si les recordings montrent de la confusion dans une section, eh bien je simplifie cette section. Si une objection critique est traitée bien trop bas dans la page, eh bien je la remonte, là où justement la décision se joue. Et si l'audit donc montre un vrai problème de performance, eh bien là pareil je corrige aussi la vitesse, hein. La vitesse de chargement, avec donc par exemple en fonction de si c'est un problème de compression des images ou de lazy loading, enfin tous les problèmes techniques qui peuvent rentrer en compte dans les problèmes de vitesse de chargement. Donc encore une fois, ça ne remplace pas le travail structurel qui vient ensuite, mais ça permet de supprimer rapidement les fuites les plus évidentes. Cette étape n'a vraiment pas vocation à refaire le site, elle a vraiment vocation à capturer les gains évidents que l'audit a déjà révélés. Et en général, donc ces quick wins ont 3 caractéristiques, c'est qu'ils touchent une grande partie du trafic, ils sont rapides à implémenter, et ils peuvent produire un effet mesurable rapidement. Donc la logique est simple, je ne commence pas par ce qui est élégant, je commence par ce qui fuit. Je ne commence pas par ce qui m'inspire, je commence vraiment par ce que les données accusent. Et c'est exactement comme ça qu'on évite donc le piège classique du CRO, c'est faire des changements intelligents en apparence, mais secondaires en réalité. Voilà, ensuite troisième étape, donc une fois les quick wins corrigés, on entre dans la partie la plus importante, parce qu'un Shopify donc, peut être plus propre, plus rapide et même un peu mieux optimisé, tout en restant structurellement moyen. Pourquoi ? Eh bien parce que la vraie rentabilité, elle ne repose pas seulement sur l'interface, elle repose sur un système. Et dans mon process, donc, ce système repose sur 4 piliers principaux. Donc c'est l'offre, la proposition de valeur unique, le copywriting et les créatives. Donc clairement, si un seul de ces piliers est faible, le site perd de l'argent. Donc à cette étape, je ne cherche plus seulement à corriger des frictions évidentes, je retravaille vraiment ce qui transforme le visiteur froid en client. Alors le premier pilier, clairement, c'est l'offre. Pour moi, c'est le plus important. Donc c'est un point que beaucoup de marques sous-estiment parce qu'elles pensent encore que l'offre, c'est juste le produit. Alors qu'en réalité, l'offre, c'est tout le package. C'est le produit principal, les produits complémentaires, les bundles, la livraison gratuite au-dessus d'un certain seuil, les bonus, les garanties, parfois le paiement plusieurs fois, et surtout la manière dont tout ça est présenté. Donc un même produit, même trafic, même marque, mais une meilleure offre peut clairement changer complètement la rentabilité. Pourquoi ? Eh bien parce que l'offre impacte directement la décision d'achat, le panier moyen et donc la valeur économique de chaque visite. Et c'est là donc qu'on peut retravailler par exemple un bundle, un pack de découverte, un meilleur seuil de livraison offerte, ou un bonus qui augmente la valeur perçue sans casser la marge. Et là, il y a une idée très importante, c'est que tu n'as pas toujours un problème de prix, tu as souvent un problème d'offre ou de perception de valeur. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la proposition de valeur unique, donc ce qu'on appelle USP en anglais. Donc là, c'est, autrement dit, donc c'est pourquoi quelqu'un devrait acheter chez toi plutôt qu'ailleurs. Donc ta proposition de valeur doit être comprise très vite, en quelques secondes. Si le visiteur doit réfléchir pour comprendre ce que tu vends, pourquoi c'est utile et pourquoi c'est différent, eh bien tu perds déjà beaucoup de monde. Une bonne proposition de valeur répond à 2 questions. C'est qu'est-ce que le client gagne et qu'est-ce qu'il évite. Et elle doit aussi donc mettre en avant les bons USP, donc pas juste des arguments, mais techniquement vrais, mais des arguments réellement importants pour le client. Parce qu'un Shopify peut très bien avoir plusieurs qualités, mais mettre en avant les mauvaises. Et si tu mets en avant un point que ton audience valorise peu, eh bien tu parles dans le vide. Donc à cette étape, vraiment, l'objectif c'est de retravailler la promesse principale, les USP mis en avant, donc les unique selling propositions, donc vraiment les points, enfin les bénéfices de ton offre et de ton produit. Donc comme je disais, donc, promesse principale, bénéfice de ton produit, surtout la hiérarchie de ces bénéfices et la façon dont la valeur est comprise dès les premières secondes. Donc voilà pour ce second pilier. Ensuite, le troisième pilier, eh bien, c'est le copywriting. Donc ici, on ne parle pas seulement de beaux textes, on parle de vente. Donc le copywriting, c'est la manière dont tu communiques l'offre et les USP à travers les mots. Donc tout ce qui est le titre, les sous-titres, les descriptions produits, les textes des boutons, les messages de réassurance, les sections de preuves et les réponses aux objections. Donc son rôle n'est pas de meubler la page, son rôle c'est vraiment de répondre aux objections avant même qu'elles apparaissent clairement dans la tête du visiteur. Donc c'est là qu'on travaille des choses très concrètes comme un titre bien plus clair, un bouton moins engageant psychologiquement,
une meilleure reformulation du bénéfice, une garantie mieux exprimée, une preuve plus rassurante, une friction mentale plus faible au moment du clic. Parfois, un simple changement de formulation change complètement la perception. Donc tu ne modifies pas seulement le texte, tu modifies la barrière mentale à l'achat. Enfin, donc quatrième et dernier pilier, donc c'est les créatives. Donc là ici c'est les images et les vidéos. Et donc c'est un pilier qui est quand même souvent négligé, alors que c'est l'un des plus visibles du site. Pourquoi ? Eh bien parce que les visuels, surtout en haut de page, font partie des rares éléments que pratiquement tout le monde verra. Et pourtant, donc beaucoup de marques utilisent encore des packshots propres mais faibles, des images jolies mais peu utiles, ou des visuels qui montrent le produit mais sans vendre le bénéfice. Or, clairement, une créative qui convertit ne se contente pas d'être belle. Elle guide l'œil, elle montre l'usage, elle met en avance le bénéfice, elle aide à comprendre plus vite. Par exemple, donc une image produite avec des annotations, des bénéfices visibles ou un contexte d'usage, eh bien, convertira souvent mieux qu'un simple visuel minimaliste sur fond blanc. Donc à cette étape, je regarde les premières images produites, les vidéos, les annotations visuelles, la démonstration du bénéfice et la capacité des créatifs donc à faire avancer la décision du visiteur. Donc voilà, donc à ce stade, le sujet n'est plus juste de corriger des petites fuites, le sujet c'est vraiment de renforcer le système. Parce qu'un Shopify rentable donc n'est pas seulement un site sans bug, c'est vraiment un site où l'offre donne envie d'acheter, où la proposition de valeur est claire, où les mots lèvent les objections, et où les visuels accélèrent la compréhension et la confiance. Et quand ces 4 piliers sont alignés, eh bien chaque visite a beaucoup plus de chances de devenir rentable. Et une fois donc que ces 4 piliers sont retravaillés, le but n'est pas de supposer que la nouvelle version est meilleure, le but c'est vraiment de valider ce qui fonctionne réellement. Et donc c'est là qu'intervient la dernière étape, donc c'est tester, mesurer puis verrouiller donc ceux qui performent. Parce qu'au final, à ce stade, à cette 4e étape, le danger c'est l'ego. Puisque tu as clarifié l'offre, tu as travaillé ton contenu, tu as restructuré la page produit, tu as aligné donc les landing pages. Et maintenant donc tu peux tomber dans le piège classique, c'est croire que tu as raison. Alors qu'en réalité, il faut maintenant valider. Et l'optimisation donc n'est pas une opinion, c'est vraiment une discipline expérimentale. Donc là, il faut tester les offres, la proposition de valeur, le copywriting, les images et vidéos. Et surtout, donc, je ne regarde pas seulement la conversion finale, il faut aussi regarder les micro-conversions. Donc le pourcentage de scroll sur la page produit ou la landing page, l'ajout au panier, le démarrage du checkout. Parce que parfois, la conversion finale, elle ne bouge pas tout de suite, mais les signaux intermédiaires, eux, montrent déjà qu'on est sur la bonne trajectoire. Donc c'est vraiment ça la bonne logique, pas d'attachement, pas d'ego, pas de je préfère cette version. Donc si une hypothèse fonctionne, on la verrouille, et si elle ne fonctionne pas, eh bien on la supprime. Donc voilà, si tu regardes bien, rien dans cette vidéo ne parle de hack ou d'un thème miracle ou d'une recette magique, on parle vraiment de structure, on parle de friction visible, on parle d'offres, de promesses, de preuves, de vitesse, de clarté, de priorisation. Parce qu'un Shopify performant, donc ce n'est pas un site plus joli, c'est vraiment une machine plus efficace. Et c'est là donc que beaucoup de marques perdent de l'argent sans le voir. Elles compensent avec plus de publicité alors qu'elles devraient d'abord renforcer la mécanique de conversion. Le trafic amplifie mais il ne corrige pas. Et si ta structure est faible, eh bien plus de trafic amplifie la faiblesse. Et si ta structure est solide, eh bien plus de trafic amplifie la rentabilité. Donc tu as 2 options, tu peux chercher plus de visiteurs ou tu peux rendre chaque visiteur plus rentable. Et la différence entre les deux se chiffre souvent en dizaines ou en centaines de milliers d'euros par an. Donc voilà, si aujourd'hui tu as déjà du trafic, mais que tu sens que ton Shopify pourrait faire beaucoup mieux, alors le sujet n'est peut-être pas l'acquisition, le sujet c'est peut-être la structure de tes pages, de l'offre, du parcours, de la conversion. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre un site qui a l'air propre et un site qui devient réellement plus rentable. Donc si tu veux qu'on analyse ça sérieusement, eh bien tu peux réserver un audit ou un appel de découverte via le lien en description. L'objectif, donc, ce n'est pas de te donner des conseils génériques, c'est vraiment d'identifier les vraies frictions, les vraies priorités et le plan d'action le plus pertinent pour augmenter la rentabilité de ton Shopify. Le lien est en description.